Je voulais les faire payer, ces bâtards qui nous ont piétinés. C'est toujours la même et à l'heure qu'il est. Ils prennent les familles pour des serpillères. Pour les grosses peines, les potes libérables et ceux qui portent le bracelet. Pour les Elvira qui passent le portique et ceux qui font tout rentrer. Parce qu'on a tous des proches qui sont ou qui ont été emprisonnés. Un frère, une voisine, une camarade de lutte ou un cousin. Parce que parfois, on a vraiment la rage contre la prison. Dedans c'est dur, dehors c'est dur aussi, c'est sorti c'est sûr, le SS et le Mirador me le gâchaient l'envie. À chaque jour suffit sa peine, moi je respire à peine. Le café, la sirène, mon temps. Que ce soit à Fleury ou à Fresnes, le daron fait la tenne et moi je traîne seul dehors. Parce que la police et la prison sont des menaces racistes. Parce que quand on se tape une embrouille avec l'administration pénitentiaire, on peut avoir envie d'en parler. Parce que ça nous renforce d'écouter les témoignages des autres. Armé de peine, j'étais sur le banc. Ils m'ont pété, je suis aux arrivants, la fin de... Parce qu'on n'en peut plus d'entendre que la prison nous protège. Politique à dehors, petit frère emprisonné. Je me demande quoi écrire dans mes lettres. Qui passera sous la censure, se fera rire. 1 heure pour se raconter des bouts de vie, à bout de souffle. Parce que les parloirs sont souvent trop courts. Pour les gars de Gîtes Versailles, pour les gars de Villepinte. Et pour toutes ces visiteuses de parloir qui font rentrer le sucre et l'espoir. Otages des mêmes portes et couloirs, des mêmes petits pouvoirs. Parce que la radio permet de communiquer par-dessus les murs de la tôle. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches. En direct jusqu'à 18h30 sur Prune 92 FM et sur prune.net. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de Casse-Muraille, une émission contre toutes les prisons. Comme tous les vendredis, nous prenons la parole pour dénoncer la prison, l'enfermement et plus généralement la répression de l'État. Aujourd'hui, nous sommes avec Lise. Bonjour Lise. Salut. Avec Clara qui s'occupe de la technique. Salut. Et nous avons un invité. Il y a Julien qui est venu nous rejoindre pour cette émission. Bonjour Julien. Bonjour et merci de me recevoir. Du coup, on a invité Julien. Donc, Julien, toi, tu étais en prison et tu es sorti l'année dernière, c'est ça ? Voilà, je suis sorti d'une longue période de détention, plus de 11 ans et demi. Et je suis actuellement en aménagement de peine. Donc c'est un peu sur ce sujet-là, de la réinsertion et tout, que j'aurais aimé partager avec vous. Et avec les auditeurs, bien sûr. Combien de temps ça fait que tu es sorti de prison déjà ? Alors je suis sorti le 18 avril 2024. Donc ça fait pratiquement 1 an. Tout à fait. Mais en fait, quand on a pu discuter déjà avec toi, on voit bien que ça a beau faire plus d'1 an, c'est encore très très récent. Que c'est quelque chose qui te préoccupe toujours et qui fait un peu partie de ta réalité. On s'est dit qu'on allait faire le thème de l'émission de ce soir là-dessus, un peu plus sur la sortie de la prison, sur qu'est-ce qui se passe quand on sort, dans quelle situation on se retrouve. Et du coup, on aurait voulu que tu nous parles de ça. Donc la sortie, alors les grands mots qu'on parle à chaque fois, c'est la réinsertion, la fameuse réinsertion. Voilà. Alors, c'est un mot pourtant qui est très important pour notre société et qui concerne tous les détenus, mais pas que. Et on est seul. Vraiment, on est seul, aucun soutien. Et la justice, en fait, demande juste des attestations. Des attestations comme si tout dans la vie pouvait avoir une attestation. Et vraiment, on est désocialisé. On est toujours jugé pour ce qu'on a fait, que ça soit 10 ou même 20 ans auparavant. Et pour avancer, c'est vraiment difficile. Donc c'est pour ça que même 1 an après, j'ai toujours l'impression que d'avoir une page blanche devant moi, donc je peux construire, j'ai l'impression de pouvoir construire quelque chose, mais à côté de ça, on me ramène toujours à ce que j'ai fait il y a 12 ans et à devoir justifier tout ce que je fais. Donc ouais, c'est difficile, paradoxal et difficile. Surtout que tu es en aménagement de peine. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu ton aménagement, les contraintes Oui, bien sûr. Alors, je suis dans un aménagement de peine qui s'appelle placement extérieur. Alors, le placement extérieur est quand même un aménagement plus permissif que d'autres. Ça veut dire qu'on n'a pas de contraintes de localisation et on n'est plus en milieu fermé. Donc, je suis dans un appartement que je sous-loue
à une association et j'ai des contraintes horaires qui sont modulables en fonction de mes activités, mon travail et tout. Et avec un contrôle qui est vraiment, c'est pas tous les jours qu'on va m'appeler. Donc il est ponctuel et donc voilà, ça laisse une certaine liberté. Mais cette liberté, on nous la laisse, on nous fait croire qu'on est en liberté, donc il y a tout qui ressemble à la liberté, sauf qu'en fait on est autant enfermé. Ça veut dire que bah voilà, tous les jours je peux sortir, rencontrer des gens qui me voient comme la personne que je suis, mais à côté de ça, eh ben j'ai tout l'autre côté, ça veut dire on me ramène toujours à 12 ans auparavant, comme si j'avais pas avancé, comme si j'avais pas suivi des soins psy pendant 12 ans, en les mettant en avant, en ayant des expertises psy qui actent ce changement. Et donc je redécouvre en plus une nouvelle vie parce que j'ai totalement changé quand même. Et ça, comme je le dis, il n'y a pas d'attestation qu'on peut donner pour ça. Donc ce qui est le plus important pour ma réinsertion, dans mon cas, qui est la resocialisation, parce que j'ai été privé quand même de parloir et donc de permission pendant plus de 6 ans. Donc la resocialisation, ils s'en foutent. Mais ils s'en foutent clairement. Ça veut dire, pour eux, la resocialisation, c'est quoi? Tu vas travailler, tu vas voir ton psy. Il faut savoir que j'ai travaillé très jeune, fils de commerçant. Comme je vous l'ai dit, j'ai profité du temps en détention pour justement travailler sur les différents traumas et les travers que j'avais pu construire dans ma vie suite à un suicide d'un frère que j'ai connu très jeune, et mon ancrage dans la polytoxicomanie et d'autres déviances. Et du coup, vraiment, j'ai pu changer, ça a été acté, et malheureusement, tout ça, tout le monde s'en fout, en fait. Tout le monde s'en fout, et ce qui marche, c'est... Comme il fonctionne avec une politique de l'autruche, en fait. Ça veut dire, des attestations. On s'en fout que tu as changé ou pas, des attestations, ça fait plaisir. Mais ça veut rien dire, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas une attestation qui dit comment tu as évolué. Et ça, c'est un problème. Oui, du coup, tu parlais de ton placement en extérieur, là. Moi, j'ai l'impression que ce qui change beaucoup, c'est qu'à la prison, du coup, c'est l'administration pénitentiaire qui s'occupe de la surveillance. Et là, du coup, c'est toi-même qui es chargé de ta propre surveillance. Est-ce que c'est quelque chose de difficile, ça? Alors, il y a le côté, il y a le côté quand même agréable, agréable. Je veux dire, qui, comme je dis, plus permissif que quelqu'un qui est en semi-liberté ou qui a son bracelet. Voilà. Donc, c'est-à-dire, ça te laisse l'opportunité de toi-même de sortir ou de pas respecter les contraintes horaires. Voilà. Mais le problème, c'est que voilà, moi j'ai parlé de mon cas. J'ai rencontré quelqu'un il y a quelques mois et j'habite dans un appartement où il y a infesté par les cafards, où j'ai prévu depuis plus de 6 mois. Donc dans un endroit où moi, étant donné qu'on m'a traité comme un sous-homme pendant des années, je peux supporter ça. Par contre, faire supporter ça à quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec cette prison, qui n'a pas apporté cette charge, et ben voilà, ça m'a poussé à ne pas respecter mes horaires, par exemple. Mais ne pas respecter mes horaires pour aller voir quelqu'un avec qui on a une relation saine et constructive, sincère, je pense que c'est très bon pour ma réinsertion. Le problème, que c'est pas entendable, parce qu'il y a pareil, il n'y a pas d'attestation pour ça. Donc... Oui, mais d'après ce qu'on a discuté, c'est pas vrai que tu respectes pas tes horaires, tu les respectes en fait. Il y a une fois où tu les as pas respectés. Oui, bien sûr. Mais voilà, cette fois-là, elle a été actée, et maintenant, il va falloir que je m'en explique. Et le problème, c'est ça, c'est que comme c'est une politique de l'autruche, ça veut dire on voudrait des bons moutons qui arrivent et voilà. Je suis convoqué par exemple pour cette absence, ce non-respect des horaires qui s'est passé le 1er décembre. Et je suis convoqué devant le juge d'application des peines le 14 février. Donc n'importe quel détenu ferait quoi? Peur de retourner en milieu fermé, dirait je suis désolé, excusez-moi, je ne vais pas recommencer. Le problème, c'est qu'en marchant comme ça veut dire que ça pousse les gens à être hypocrites, manipulateurs, et donc ne pas changer. Je pense que voilà, c'est d'assumer, c'est comme la première chose, c'est au moins d'assumer ses erreurs. Mais là, comme je dis, dès que j'ai commencé ce placement extérieur qui est sur une durée d'1 an, 1 an quand même, 1 an alors que je sors de plus de 11 ans et demi de détention et que sur ma peine il me reste 1 an. J'ai passé des diplômes en détention, comme je dis, j'ai changé, j'ai jamais eu de problème en détention. Donc voilà, je le vis très mal. Comme je dis, depuis le début, depuis le premier mois où je suis sorti, quand j'ai vu ma SPIP, la SPIP c'est la personne qui est chargée, d'après la définition du dictionnaire, qui est chargée à aider en fait le détenu à sa réinsertion. Faux. Elle est pareille, elle est là pour demander juste des attestations. Mais du coup, les services du SPIP, là, ils aident pas pour trouver du travail, pour trouver des logements, pour ces choses-là? Du tout. Du tout.
vraiment pas du tout. J'étais le premier étonné, hein, parce que, je le répète, je sors de plus de 10 ans de détention. Donc ça veut dire que j'étais condamné quand même pour un crime très grave. Donc ça veut dire de laisser quelqu'un, dans mon cas, sortir comme ça, sans le moindre soutien. Voilà. Et pareil, ils vont me dire, mais soutien, vous pouvez aller voir un psy, vous pouvez. Mais ça fait 11 ans que je vois un psy. Au bout d'un moment, voilà, il faut autre chose, quelque chose d'alternative. Et de savoir que vraiment, il n'y a rien. Et je vous dis, déjà, c'est très difficile pour moi, qui ai vraiment fait un gros travail d'introspection, qui a quand même grandi dans une famille où j'avais quand même les bases, ça veut dire l'amour, l'entraide et tout. Pour quelqu'un qui n'a pas toutes ces valeurs-là, qui est borderline, je comprends. Et après, ça nous parle de récidive à tire-larigot. Mais si vous voulez éviter la récidive, investissez dans le social, au lieu de toujours essayer de faire dans la répression, blinder des prisons, les rendre de plus en plus inhumaines. C'est contre-productif, c'est totalement contre-productif et dangereux pour notre société. Ouais, j'ai l'impression que quand on s'est vu, tu nous as beaucoup parlé du travail que tu avais fait sur toi, de ta peine et de tout ça, et que tu voulais un peu venir à la radio et puis nous parler par rapport aux injustices en fait, et à tous ces trucs de réinsertion là dont tu parles, et aussi par rapport au CD de Nantes, et enfin tout ce qui s'était passé là-bas, et puis depuis ta sortie. Voilà, alors, faut savoir, pour parler de mon cas personnel et pour venir pourquoi après je parle d'injustice, c'est que j'ai été condamné pour une tentative d'assassinat sous fond de trafic de stupes. Donc j'étais un polytoxicomane depuis l'âge de mes 15 ans, donc j'ai fait ma construction d'adulte là-dedans. Donc j'ai été condamné pour cette tentative d'assassinat. J'ai mis des années quand même à assumer, ça veut dire j'assumais ce que j'avais fait, mais comme je légitimais la violence, voilà, je me disais j'assume ce que je fais, mais il y a un côté excusable. Donc il a fallu vraiment plusieurs années et vraiment un gros travail d'introspection pour changer. Ce travail a été remarqué quand même à différentes périodes de ma peine, par des experts psy, par les différentes détentions où j'ai été. Il faut savoir que dans une détention longue, on commence en fait sa détention les premières années, qui peuvent durer jusqu'à 4-5 ans, ça a duré plus de 5 ans pour moi, en maison d'arrêt. La maison d'arrêt, normalement, pour des peines comme moi, ne sont pas là pour préparer à la réinsertion en fait. Leur rôle est juste de t'enfermer et de veiller à ta sécurité. C'est tout. C'est comme quelqu'un qui gère une boîte de nuit, quoi. Sauf qu'en fait, cette maison d'arrêt de Brest a fait beaucoup plus pour ma réinsertion et était beaucoup plus humaine que 7 ans après, quand j'arrive au centre de détention de Nantes, où là, non. Là, c'est 2 poids, 2 mesures. C'est 2 façons de traiter les gens. Ça veut dire les petites condamnations pour, je sais pas, quelqu'un qui ne rentre pas dans le moule, ou pour quelqu'un qui vend des barrettes de shit, il va se retrouver dans des bâtiments que nous, on appelait ça des zoos, quoi. C'est des zoos, et parce que c'est les surveillants les appellent comme ça, et que les gens sont traités comme ça, n'ont pas les mêmes droits que les autres, même pas le droit même à l'accès à la culture. C'est quand même quelque chose qui a un droit pour tout le monde, quoi. Et pourquoi je vais vous parler des droits des détenus? Parce que on parle beaucoup des devoirs, même dans la réinsertion, là, c'est normal qu'on a des devoirs. Mais comment respecter des devoirs quand les droits les plus fondamentaux sont bafoués? Je veux dire, il y a quelque chose qui est primordial quand même pour la réinsertion d'un détenu, mais même pendant sa peine, pour justement qu'il garde son humanité, c'est le droit au maintien des liens familiaux. Le droit des maintiens familiaux, il faut savoir, donc je vous dis, j'ai fait plus de 5 ans, plus d'années pleines, hein, c'est-à-dire de janvier 2013 à décembre 2017 à la maison d'arrêt de Brest. Maison d'arrêt de Brest, j'avais toujours mes parloirs. J'avais mes parloirs. Voilà, entre-temps, je suis transféré donc au CNE, c'est un centre de Fresnes, c'est un centre national d'évaluation où vont les plus grosses peines pour savoir, pendant leur peine, s'ils vont aller dans une centrale, ce qui est normalement prévu pour les peines avec le quantum que j'ai pris. Ou sinon en CD quand il n'y a pas de risque d'évasion ou pas de risque de violence sur soi ou sur un autre. Donc, excuse-moi. Et donc, j'arrive au CD de Nantes et là, bim, plus un parloir. Bon, il restait le parloir de ma mère qui m'a amené mon fils. Ma mère décède en 2019. Donc, la détention est courante, tout ça. Entre-temps aussi, j'ai des gros problèmes de santé. J'ai passé plus d'1 an à l'hôpital. Malgré tout ça, je gère mes frustrations parce que, voilà, t'as pas le choix et que les gens n'ont rien à voir là-dedans. Ce qui n'était pas mon comportement d'avant, quoi. Et donc, suite à ça, y a la mère de mon fils, mon ex-femme, avec qui on a divorcé en toute intelligence, demande un permis de visite. Mais en expliquant bien que c'est pas non plus de gaieté de cœur qu'elle vient me voir. On aurait préféré continuer à discuter, mais voilà. Et pour le bien de notre enfant. Et donc, elle fait cette demande en expliquant tout ça. La direction est au courant de tout ce qui s'est passé. Et c'est refusé. C'est refusé, mais le motif était... Waouh! Le motif a été refusé parce que cela pourrait nuire à ma réinsertion future. Il faut savoir qu'on est en 2021. 2021, normalement, ma fin de peine est en 2026. Donc, je suis sorti avant, grâce aux remises de peine, au travail que j'ai fait et l'aménagement. Mais il faut savoir que quelqu'un qui ne me connaît ni d'Ève ni d'Adam,
qui n'a même pas répondu à mes demandes d'entretien, alors que c'est pareil, c'est un droit. Elle a 48 heures pour répondre. La direction ne m'a jamais répondu suite à ces paroles-là, parce que je demandais juste un entretien pour expliquer un peu mon cas. Donc, il faut savoir que maintenant, quand un détenu qui n'a pas de parloir ne peut pas avoir de perme familial, s'il n'a pas de parloir, il va avoir qui dehors? Donc, on se rend pas compte, en fait. Alors, ça paraît qu'un mot comme ça, paraît qu'on dit désocialisation, ou il n'a pas de parloir. Mais un parloir, en fait, pour un détenu, déjà pour une petite peine, en fait, c'est le seul moment qu'on attend dans la semaine, quoi. Qu'on l'ait la semaine ou une fois par mois, c'est ce moment où on va retrouver notre famille, où on doit paraître bien. Donc, on va prendre soin de soi, on va pas se laisser aller. Ça pousse quand même à ne pas sombrer. Et ça donne de l'espoir, et ça aide à se dire que dehors, on a encore des gens qui nous aiment. C'est de l'humanité, c'est tout, c'est de l'humanisme. Et ça m'a été enlevé. Ça m'a été enlevé, et encore, je le répète, parce que c'est vraiment important, après un long travail qui a été remarqué par les différentes détentions, les experts psy et tout. Et donc ça pousse encore cette politique de l'impersonnel, cette politique du chiffre, cette politique totalement déshumanisante. Et voilà. Donc, alors c'est ça, c'est que ce que j'ai souffert en détention, j'avais pas tellement le choix. Je veux dire, qu'est-ce que j'allais faire? Je suis entre quatre murs, qu'est-ce que je peux faire? Donc voilà, j'ai essayé de demander des entretiens que je n'ai jamais eu. Il faut savoir que je n'ai jamais rencontré une seule fois, alors que j'ai passé plus de 5 ans à Nantes, plus de 6 ans même, j'ai pas rencontré une seule fois la direction. Ouais, t'as jamais vu le directeur? Jamais. Parler, tous ceux qui sont passés. Voilà, ouais. Et le pire, c'est qu'après, voilà, j'ai pu en discuter avec ma SPIP, donc la personne chargée du bien-être et de la réinsertion, machin. Bref, qui ne comprenait pas cette décision. Je l'ai vu, les larmes aux yeux dans son bureau, me dire « Je ne comprends pas cette décision ». Le juge d'application des peines, qui est aujourd'hui président de la chambre d'application des peines, M. Martineau, qui est vraiment un bon juge, je ne vais pas non plus tout balayer, lui-même ne comprenait pas cette décision, il l'estimait même dangereuse, déshumanisante et dangereuse, mais ne pouvait rien faire. Parce que c'était une personne la direction d'un établissement, c'est l'administratif. Hein. Il n'y a rien de judiciaire. Ça veut dire que cette personne n'est pas juge, n'a pas fait des études de juge. Donc ça veut dire que le juge d'application des peines, qui est quand même dans ce milieu-là, la sommité, qui est là pour la réinsertion, pour s'occuper de la réinsertion, qui connaît les dossiers, qui connaît le dossier pénal, qui connaît le dossier au sein de la détention. Cette personne-là même n'a aucun pouvoir sur les demandes de permis de visite. Mais c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Et de voir que tous les gens avec qui j'ai affaire et qui pouvaient avoir un lien et discuter avec la direction me disent mais on n'est pas d'accord, quoi. On n'est pas d'accord. Et donc comment comprendre une décision comme ça? Elle est incompréhensible, elle est inhumaine. Et le problème c'est ça, c'est que cette décision qui m'a affecté pendant pratiquement 5 ans en détention, pendant 4 ans en détention, je l'ai subie aujourd'hui. Je suis sorti au mois d'avril, comme je disais l'année dernière. Depuis le mois d'avril de l'année dernière, j'ai pas vu mon fils. Mais tu nous parlais d'une interdiction de territoire. Alors j'ai une interdiction du territoire du Finistère parce que c'est là où j'ai commis les faits. Voilà, mon fils habite là-bas. Mais après, voilà, sa mère pouvait m'emmener. Après, avec une coupure de 5 ans, voilà, après c'est comme ça, il y a des difficultés de la vie. Ça, j'avais déjà un petit peu anticipé les problèmes de désocialisation. Après, je voudrais juste finir là-dessus. C'est vrai que désocialisation, c'est un mot assez long, des fois difficile à prononcer, mais par contre, il englobe vraiment beaucoup de choses et beaucoup plus de choses qu'on pourrait penser. Que ça soit psychologique, psychique et même physique, quoi. Et je pense que c'est le premier facteur de réinsertion quand même, quoi. Oui, je pense aussi que c'est quelque chose d'important. Peut-être on pourrait faire une petite pause musicale. Ok. Tu nous as proposé une musique là, qu'est-ce que tu voudrais qu'on écoute? Alors justement, pour sortir un petit peu de ce marasme difficile, ça serait une musique un peu entraînante, c'est de l'électro swing. Alors c'est un titre de Caro Emerald, Tangle Up, c'est un remix de Lucky. 2, 3, 4. Took the perfect avenue down the road to both of you. Did I go Dutch? This is too much. With all the money in the world, you could never buy this girl quite enough. It will be tough. If romancing me with neons is something you should do, make the letters bright and luminous and blue, and get me waking up, shake it up, tangled up. You could be quaking up, make it up, tangled up. You can't be faking it, making it for my love before it's tragedy. Don't get me
can't separate your sins. To me, you're acting like you're twins. This is a mess. Is this a test? How many guesses do I get till only one of you is left? You're quite the same, if love's the game. I want to see emotions color in the sky, to the point it will make me wanna cry. And get me waking up, shake it up, tangled up. You could be waking up, make it up, tangled up. You can't be faking it, making it for my love. Before it's tragedy, don't get me tangled up. And get me waking up, shake it up, tangled up. You could be waking up, make it up, tangled up. You can't be faking it, making it for my love. Before it's tragedy, don't get me tangled up. Tangled up. Tangled up. Tangled up. Pour partager ton histoire, dénoncer ce que tu affrontes ou tout simplement envoyer de la force à l'intérieur, appel et SMS au 07 82 98 43 59. Vous êtes toujours sur Casse-Muraille. Vous venez d'écouter Tangle de Caro Emerald. Et nous sommes toujours avec Julien. Julien, donc on parlait des difficultés qu'on trouve à la sortie de prison. Au niveau du travail, de trouver un emploi, là, est-ce que tu as rencontré des difficultés? Alors oui, ouais, bien sûr. Je m'y attendais, mais pas autant. Pas autant. Donc, pour faire du concret, j'ai eu pas mal d'entretiens d'embauche. Et bon, je suis d'un physique qui passe plutôt bien, je verbalise bien, j'ai un CV avec des expériences professionnelles et des diplômes. Donc dans un premier temps, si je dis pas que j'ai fait de la prison, je suis plutôt le gars qui passe bien dans un entretien d'embauche, quoi. J'étais commerçant, donc j'ai plutôt un contact facile avec les gens. Mais à partir du moment que je parle ma peine, bah ça change, quoi. Et du coup, bah c'est toujours, vous ne correspondez pas, le poste a déjà été pris. Et voilà. Bah, après, je me rassure en me disant que bon, dans quelques années, je serai pas obligé de lui mettre ça en avant. Mais voilà, c'est une difficulté qu'il faut prendre en compte, que vraiment il faut que les gens s'en rendent compte, que les détenus se rendent compte de ça, qu'à la sortie, la vie c'est pas un kiwi. Bon, quand on a encore sa famille et tout, du soutien, c'est déjà plus facile. Mais quand on a personne et qu'au final, même en ayant personne et d'une désocialisation due à une décision totalement arbitraire et injuste et inhumaine, après qu'on nous demande exactement, enfin voilà, il n'y a pas d'individualisation de la peine. L'individualisation de la peine, elle marche que vers le haut, ça veut dire la personne qui, voilà, ça va dans le mauvais sens. Mais ouais, vraiment une difficulté pour beaucoup de choses, hein, pour le travail comme pour beaucoup de choses, parce qu'il y a très peu de structures, en fait, très peu de structures qui sont là pour aider les détenus, quoi. J'ai été aussi dans des boîtes intérim. Les boîtes intérim, c'est toujours la même chose. J'avais évité d'avoir un trou dans mon CV parce que j'ai travaillé tout au long de ma détention. Donc c'est pas un travail de complaisance, de loisir. On a les mêmes horaires que dehors, on travaille, sauf que bon, on va toucher entre 180 € et 300 € par mois, quoi. Mais bon, quand on n'a rien, on est déjà content. D'ailleurs, il joue là-dessus aussi.
Et donc voilà, j'avais qu'un CV sans trou, donc où j'ai pu occuper des postes de bibliothécaire, j'ai pu aussi occuper des postes de cuisinier, de pâtissier et tout en détention, mais je m'attendais pas quoi. Donc j'avais ça sur mon CV, donc pas trop, mais je m'attendais pas qu'on me dise mais vous avez le numéro de votre ancien employeur? Bah je fais comment maintenant moi? Bah non, je l'ai pas. Alors on me dit mais vous pouvez le trouver sur internet. Je fais bah ouais, mais du coup bah après même si je veux pas le dire, je suis obligé de le dire. Après bon. Fallait s'y attendre à tout ça. Moi, vraiment, ce que je m'y attendais pas, c'est que d'être aussi seul. Aussi seul, je parle pas là de la socialisation, hein, des socialisations, je parle pas de ma famille, tout ça. J'avais déjà quand même envisagé cette difficulté, même si je n'envisageais pas toute son ampleur et toutes ses conséquences. Mais vraiment, je m'attendais à de l'aide. Je m'attendais que la CPIP, la conseillère pénitentiaire d'insertion, soit vraiment là pour m'aider et pas juste pour me demander les justificatifs. Et voilà, comme je dis, pour moi, c'est dangereux. C'est dangereux. Heureusement que j'ai pu, qu'on m'a un peu orienté vers un collectif comme le vôtre, quoi, où au moins je peux avoir une parole, la partager, si ça peut aider des gens. Parce que j'ai remarqué ça aussi. Il y a un imaginaire collectif sur la prison, qui est fait par ce qu'on voit dans les médias. Ça veut dire la prison, c'est juste des gens qui essaient de se donner des coups de couteau partout pour une cigarette. Bon, bah, ça arrive, hein, on va pas cacher, mais la violence, je pense qu'elle est un peu partout, donc peut-être un peu plus là-bas. Mais voilà. Mais il y a entre détenus, il y a des belles choses aussi. Il y a de l'entraide, il y a des cultures différentes, de l'empathie. C'est bizarre, mais l'empathie, tu vas la trouver chez les détenus, pas chez les gens censés normalement nous remettre dans le droit chemin, quoi. Enfin bref. Mais voilà. En tout cas, c'est vraiment pour que les gens s'en rendent compte que parce qu'on m'a posé en fait cette question-là avec des gens avec qui j'ai pu travailler dans un chantier d'insertion en sortant. Ils m'avaient dit, mais t'as dû voir des choses folles, des choses choquantes en prison. Et vraiment, pour moi, ce qui est choquant, je vais me répéter, c'est ça, c'est la déshumanisation et tout ce qui va avec. Donc, je les ai parlé de désocialisation, manque de respect, vraiment. Et l'amour-propre qui prend un coup. Donc, c'est vrai que comme, je vais me répéter encore, mais la personne qui n'a pas ce lien vers l'extérieur, ces parloirs, ces permissions, en fait, au bout d'un moment, tu penses vraiment que t'es, excusez-moi, mais un sous-homme, quoi. Et je trouve ça dangereux. Parce que, comme je dis, je pense pas qu'à moi, parce que vraiment, les décisions qui ont été prises en mon encontre sont totalement impersonnelles, quoi. À la limite, si c'est personnel, avec le travail d'introspection que j'avais pu faire avant, je vais faire un autre travail, hein. Il y a quelque chose que j'ai fait mal et je vais me remettre en question. Pas pour faire plaisir, mais pour mon bien. Mais là, c'est pas possible. Quand des personnes vous disent oui, monsieur, on a noté tous ces changements, continuez comme ça, mais par contre, non, on vous refuse toute humanité. Ah ouais, j'ai un peu de mal avec ça, et voilà. Et le discours que j'ai ici devant vous, je l'ai le même devant ma CPIP que devant un juge. Parce que voilà, c'est la seule chose que je garderai de ça, c'est ça, c'est au moins je peux garder ma fierté, mon honneur et mes principes. Et un principe de justice, fondement. C'est pas ça qu'on demande, la justice. C'est un des fondements de notre République quand même. Donc, ça, c'est de savoir qu'elle est bafouée comme ça, et cette politique de l'autruche, mais c'est dangereux. Comme je dis, c'est dangereux. Pour moi, là, je le subis, mais à la limite, moi, j'ai fait ce que j'ai fait. Mais la société va subir des conséquences à cause de cette politique de l'autruche et cette déshumanisation. En plus, aujourd'hui, dans les médias, on entend quoi? Mais pas que depuis aujourd'hui, ça, depuis des années. On était parti, mais ça remonte, hein. En 2012, on était reparti vers une prison dure n'a jamais arrangé quoi que ce soit. Ça rend juste les gens plus durs, plus sauvages et encore moins réinsérables. Et là, il y a eu les attentats et tout, on a tout mélangé, les gens ils se sont radicalisés en prison, mais au lieu de se dire, attends, ils sont peut-être radicalisés parce que les gars ils étaient désocialisés, déshumanisés, et du coup ils ont pu se faire monter le bouchon. Non. Le problème, c'est la prison, il faut que les gars, la prison plus dure, donc en fait contre-productive, et j'ai même du mal de me dire qu'il y a quand même des gens intelligents, qui ont fait des diplômes, qui dirigent un pays, qui se disent que ça va mener à quelque chose de bien, quoi. Je veux dire, c'est comme les débats qu'il pourrait avoir de il faudrait remettre la peine de mort, il faut arrêter l'école. Enfin, excusez-moi, il y a des exemples simples. On prend les pays où encore des prisons les plus dures, les peines les plus dures, même encore la peine de mort, c'est quand même dans les pays où il y a encore le plus de crimes, le plus de violence. Donc la corrélation, elle est quand même facile à faire, quand même, quoi. Et non. Mais le problème, c'est encore une manipulation de masse, et
Mais voilà, pour moi, là où c'est important de partager ça, comme je l'ai dit, ça soit pour les sortants de détention, comme pour les gens qui ne connaissent pas ça, pour moi, c'est un sujet qui est crucial pour la société en son ensemble. Et qu'on parle d'enfermement, ok, mais maintenant, tous les gens qu'on enferme, ils vont sortir. Et j'ai l'impression qu'on est toujours dans l'ancien temps. Je ne suis pas le seul à le dire, de grands sociologues l'ont dit. On est resté dans une politique carcérale du temps des bagnes. Ça veut dire, tu tombes en prison, t'es un bagnard, et toute ta vie tu seras un bagnard. C'est-à-dire, même si tu un jour tu arrives à sortir du bagne, tu vas être tatoué au corps que t'es un bagnard. Alors maintenant, il n'y a plus le tatouage corporel, ça va être, on va te le mettre dans le cerveau. Dans le cerveau, on te le met. Et je crois que c'est encore pire. Ouais, c'est sûr. Alors, je rappelle aux gens qui nous écoutent, là, en fait, on s'est rencontrés avec Julien, on ne se connaissait pas avant, on s'est rencontrés cette semaine, et on s'est rencontrés parce que Julien, à un moment, a pris son téléphone, nous a appelés pour entrer en contact avec nous. Et donc, si à un moment, vous avez envie de témoigner, n'hésitez pas à faire pareil. Notre numéro, c'est le 07 82 98 43 59. Vous pouvez nous laisser un message, vous pouvez nous laisser un SMS. Vous pouvez nous écrire par courrier pour les gens qui sont en prison. On a une adresse courrier, c'est chez B17 au 17 rue Paul Bellamy, 44 000 Nantes. Donc Casse-Muraille chez B17, 44 000 Nantes. Oui, vas-y. Je rebondis rapidement sur tout ce que tu viens de dire. J'ai l'impression qu'on est d'accord, que moi je suis d'accord sur plein de trucs que tu viens de dire de la montée de tout le système carcéral, de ce qu'ils en montent dans les médias et de ce qui se fait de plus en plus de prisons, des prisons plus dures, là, la nouvelle prison de Darmanin pour les centres narcotrafiquants, tout ça, et que c'est chouette de venir en parler, c'est chouette qu'on puisse en parler à des personnes qui sont pas au courant, et puis aussi en parler avec les personnes concernées et aux personnes concernées. Et du coup, je voulais te remercier d'être venu. C'est super chouette. Merci à vous, vraiment merci pour ce que vous faites et merci, vraiment merci. Ça m'a fait énormément de bien de pouvoir échanger avec vous, de pouvoir être écouté, de votre bienveillance. Et merci, vraiment merci. Oui, Lise, tu disais que tu voulais partir rapidement après l'émission parce qu'il y a un rassemblement. Ouais, moi j'allais bientôt partir parce que ce soir il y a un rassemblement là, qui a été appelé cet après-midi, un peu à la dernière minute, par des associations, des collectifs comme Colère ou le Gazprom. Du coup, c'est à 18h30 à Bouffay, à Nantes. Et c'est parce que hier, il y a eu encore une grosse opération de Darmanin, du ministère de l'Intérieur, de contrôle aux faciès. Et en gros, c'est plein de contrôles à Nantes, dans le centre, dans les quartiers. D'un fois, c'était quartier nord, le centre, tout ça. Et leur idée, c'est de contrôler toutes les personnes racisées et de choper les sans-papiers. Et la dernière fois, ils avaient libéré des places au CRA près d'Orléans, d'Olivet. Et ils ont envoyé 12 personnes la semaine dernière là-bas et à Saint-Jacques, à Rennes. Et du coup, c'est des opérations là qui sont refaites hier, a priori, de contrôle dans la rue. Et donc là, c'est un rassemblement un peu spontané pour protester contre ça ce soir. D'accord. Et donc, c'est où ? C'est à Bouffay, à 18h30. Et ce sera probablement pas le dernier. Il y aura d'autres rassemblements et je crois que les gens vont essayer de s'organiser contre ça. Et tant qu'à faire aussi, s'organiser, notamment le Gazprom, les autres assos et puis les personnes concernées contre les nouvelles circulaires qui viennent de sortir, enfin celles de Retailleau. Donc c'est des circulaires qui durcissent énormément, voire rendent impossible toutes les obtentions de titres de séjour pour les personnes sans PAP. Donc c'est des trucs il faut avoir été 7 ans sur le territoire français, des conditions de travail quasiment impossibles à obtenir pour les personnes. Et il y avait déjà eu une circulaire comme ça fin octobre, celle de Darmanin, qui écrivait plein de dingueries, notamment des dingueries par rapport à la prison, où il écrivait noir sur blanc que la double peine allait être mise en place systématiquement, c'est-à-dire envoyer les personnes sans papier qui ont été condamnées, qui sortent de leur peine directement en centre de rétention, et c'est ce qu'ils sont en train de faire à Nantes systématiquement en ce moment. Voilà. Et d'ailleurs, je crois que tu as dit que c'était... tu as parlé de Darmanin en disant le ministère de l'Intérieur, et c'est Retailleau maintenant. Un autre ministre de l'Intérieur facho est possible encore. Oui, Darmanin, il est à la justice maintenant, youpi. Ouais, on n'a jamais vu ça. C'est l'Intérieur à la justice. Magnifique. C'est clair, très original. Et pour les rassemblements, il y a aussi un rassemblement demain à 14h, on vous l'a annoncé déjà la semaine dernière, contre le projet de centre de rétention. Donc c'est à 14h au Miroir d'eau.
On arrive à la fin de l'émission. Julien, je me disais peut-être, t'es sorti du coup du centre de détention de Nantes. Est-ce que tu as un message ou quelque chose que tu as envie de dire aux gens qui sont encore là-bas en ce moment? Ah bah bien sûr, à eux et à tous les prisonniers de France. C'est les gars, force, vous laissez pas considérer ou pensez pas que vous valez moins que ce que vous valez. Et gardez votre humanité tant que vous pouvez, continuez à être solidaires entre vous. Et même si la sortie est dure, accrochez-vous parce que la vie, même si on continue quand même un peu à vivre à l'intérieur grâce à cette solidarité entre détenus, mais servez-vous de ça, de cette force pour pouvoir vous reconstruire dehors parce que c'est pas facile les gars et ils nous aident pas du tout. Merci beaucoup, on va se quitter maintenant. Bonne soirée à tout le monde et puis à la semaine prochaine. Casse-Muraille, une émission pour libérer la parole des prisonniers, des prisonnières et de leurs proches.